Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente, je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocat. Podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, notre activité consiste à transférer aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité très spécial, Maître Patrick Maisonneuve, un avocat français renommé pour son expertise dans le domaine du droit pénal. Reconnu pour son expertise dans le domaine du droit, Maître Maisonneuve est un avocat éminent qui a joué un rôle clé dans plusieurs affaires juridiques de haut profil en France. Nous espérons que ce podcast vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation passionnante entre Valentin Tonti-Bernard et Patrick Maisonneuve. Eh bien écoutez, bonjour Maître Patrick Maisonneuve, je suis Bonjour. ravi que vous me receviez dans votre bureau, rue Danton, à Paris, dans le 6e arrondissement, ou peut-être le 5e ici. Non, 6e. 6e, c'est le 6e arrondissement. J'ai beaucoup entendu parler de vous, notamment par deux personnes, par Jean-Michel Darrois, non, trois en fait, Jean-Michel Darrois, votre fils, Antoine Maisonneuve, et Rémi Laurin, qui est récemment devenu associé chez vous, et donc je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer. Ma première question est toujours la même. Maître, qui étiez-vous avant de devenir avocat ? Avant de devenir avocat, j'étais étudiant en droit, c'est aussi simple que cela. Mais j'avais déjà envie de devenir avocat. Et ce désir finalement est arrivé notamment à la lecture du livre de Robert Badinter sur l'exécution, sur toute la problématique de la peine de mort, etc. Et donc être avocat d'assises, avocat pénaliste, c'est ce que j'ai souhaité être très très tôt. J'étais même pas encore en fac de droit que ça a été le cas. Voilà un petit peu l'origine. Mais avec une particularité quand même, c'est que je suis originaire du Cantal, pas seulement originaire, mais j'ai encore une maison, j'ai la famille là-bas, un peu plus vers la Corrèze, près de Port-les-Orgues, et j'étais en fac à Clermont-Ferrand. C'est une partie du département où on va en fac à Clermont-Ferrand. À Aurillac, on va plutôt en fac à Toulouse. Ouais. Ça se partage un peu comme ça, dans les grandes villes. Et donc, finalement, j'aurais dû rester avocat à Clermont-Ferrand. Mon avis, bon, voilà, le hasard de la vie et de la vie personnelle a fait que je me suis retrouvé à Paris. Et qu'est-ce qui fait alors, du coup, que vous venez à Paris ? Une femme. Une femme, par amour. Une rencontre. Je suis guide de randonnée à cheval dans les montagnes. Il faut que je travaille. Mais mes parents, c'est des paysans. Je suis pas du tout issu d'une famille de juristes, d'idéofonctionnaires. Bon, c'est des paysans, voilà. Et donc, il faut bosser un peu quand même pendant les vacances. Et donc là, je suis en 3e année de droit. Je travaille, je suis guide de randonnée à cheval dans les montagnes d'Auvergne. Et il y a une Parisienne qui va passer par là, et puis me voilà parti à Paris. Voilà. Incroyable. Voilà. Donc, vous arrivez à Paris, vous arrivez à la capitale. Alors je rentre en 4e année de droit, là, parce qu'à l'époque, c'était le master, 4e année de droit à Paris. Et je vais prêter serment, enfin, je vais passer. À l'époque, il n'y a pas encore l'école de formation du barreau. C'est la dernière année où on passe directement juin à la maîtrise, septembre, l'examen d'aptitude à la profession d'avocat, ce qui sera le cas, je l'aurai, et je vais m'inscrire vite, parce que de toute façon, j'ai besoin de travailler aussi, donc, et d'avoir une rémunération. Et donc, je vais prendre un premier cabinet, qui est un cabinet civiliste. C'est pas vraiment ce que je veux faire, mais j'ai pas le choix. Le deuxième sera aussi un peu plus pénal, mais j'ai finalement la chance
de devenir collaborateur d'un grand avocat pénaliste qui s'appelait, parce qu'il nous a quittés il y a quelques années, qui s'appelait Philippe Lemaire, et il avait un collaborateur, j'ai remplacé un autre collaborateur, et je me suis retrouvé aux côtés de Philippe Lemaire, et pour moi, Philippe Lemaire, c'était Jean-Louis Pelletier, Henri Leclerc, etc. C'était une Paul génération Lombard. de grands avocats, et donc j'étais très heureux, et pas peu fier d'ailleurs, de devenir le collaborateur d'un patron comme lui, parce qu'à l'époque on disait les patrons. Et j'ai commencé, donc il y avait Thierry Herzog pour Jean-Louis Pelletier, c'est comme ça que je l'ai connu, et Pierre Haïk, et ceux qui nous ont quittés d'ailleurs, Hervé Temim, etc., qui avait travaillé avec Jean-Yves Guénard. Voilà, tout ça remonte à plus de 40 ans. Parce que c'est vrai qu'il faut le rappeler pour les jeunes générations, à l'époque, il n'y avait pas de CRFPA puis d'école d'avocats. C'était la dernière année. Moi, quand j'ai passé, j'y ai échappé, je dirais. Mais l'année d'après, il y avait l'école du barreau. Vous militez aussi pour la suppression de l'école du barreau ? Militer, c'est peut-être un grand terme. Mais... Non, je vais militer pour la suppression. Quand j'ai prêté serment, après, on était quelques-uns à ne pas vouloir faire la conférence du stage parce qu'on estimait que la conférence du stage, c'était un système de cooptation élitiste. On était critiques. C'était un peu idiot, mais bon, c'est comme ça quand on est un peu engagé politiquement, puisque j'étais plutôt à gauche. Ça a changé ? Non. Non, avec beaucoup plus de nuances quand même, et beaucoup plus de calme, voilà. Et comment vous obtenez ce stage alors ? Le premier ou le second ? Le premier. Le premier, je l'ai parce que je connais personne. Je connais pas un avocat, je connais pas un magistrat, je connais personne à Paris. C'est simple. Et là, il se trouve que le frère de ma petite amie, celle pour laquelle je suis venu à Paris, masse, parce que c'est son métier, il n'est pas qu'il est, mais ma sœur, la femme d'un avocat du barreau de Meaux. C'est mon premier, c'est mon seul et unique piston que j'ai eu dans ma carrière. Un piston majeur et qui m'a permis d'aller chez le cabinet Talon, qui était à quai de la Villisterie et qui faisait du droit civil. J'y suis resté 1 an. Ils étaient très pédagogues. C'était un cabinet assez classique. C'est des cabinets d'anciens avoués, donc habitués aux clercs, aux salariés, etc. Mais ils précisaient bien les choses et voilà. Et la première collaboration en pénal avec votre patron alors ? Avec Philippe Lemaire, il m'a commencé à me donner, là, dès que je suis arrivé, je m'en souviens très bien, je sais pas, 50 tomes de Vent la main armée par une équipe qui devait passer aux assises et avec des actions croisées, donc c'était assez compliqué. Et il m'a dit de faire une note de synthèse sur ce dossier que j'ai avalé littéralement. Voilà, où j'avais rencontré d'ailleurs, parce que l'on faisait les visites en prison, et pour ce dossier-là d'ailleurs, j'avais rencontré un des accusés à l'ancienne, qui me dit, dès que je le vois à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, qui me dit, écoutez, maître, 20 ans de braquage, 20 ans de vol à main armée, pas un coup de feu, ça mérite le respect. Et moi, je peux vous dire, maître, que une femme enceinte, une vieille dame, dans la banque, c'est une chaise et un verre d'eau. Je pense que les comportements ont un peu changé quand même depuis. Mais bon, voilà. J'ai eu la même conversation avec Marie-Élix Canu-Bernard qui commence sa carrière sur le gang des postiches. Oui, moi j'ai défendu André Belaïch. Voilà. Et donc il y a une forme de respect aussi par l'avocat du gangster à l'ancienne qui a un code d'honneur, non ? Il y a une forme de respect d'abord parce que le bandit à l'ancienne, il vous respectait en tant qu'avocat. Voilà. D'abord, on se tutoyait pas, on se vouvoyait. Voilà, il y avait un respect. L'avocat, c'était l'avocat. Voilà. Aujourd'hui, j'ai quand même un peu le sentiment que il y a une grande proximité, peut-être une trop grande proximité, et donc avec un respect très relatif pour l'avocat. C'est l'exécutant, c'est bon, voilà. C'est pas les rapports ont changé, je dirais. Maintenant, je fais moins de pénal général, donc voilà. Mais j'ai pu faire ce constat, oui. Ouais. C'est quoi les grands piliers de votre formation ? Vous commencez sur cette synthèse des 50 tomes pour différents braquages. Ah oui, mais là, à l'époque, si vous préférez, Philippe Lemaire, c'est un cabinet où il y a un collaborateur. C'est un cabinet d'avocats pénalistes classiques, plutôt ce qu'on appelle les avocats d'assises. Donc, il y a des dossiers d'assises, il y a les dossiers correctionnels. Et donc, il s'agit de faire les visites dans les maisons d'arrêt,
d'assister le substitué pour les auditions, pour les instructions, de préparer les instructions, de préparer les personnes qui vont être entendues, de préparer les audiences, d'accompagner aux audiences. C'est ça le travail de l'avocat pénaliste. Il y a plusieurs conditions pour être collaborateur pénaliste. D'abord, la première, essentielle, c'est d'avoir une voiture. Ça, si vous n'avez pas de voiture, vous ne venez pas devenir collaborateur d'avocat pénaliste à l'époque, il y a plus de 40 ans, parce qu'il y a toutes les maisons d'arrêt à faire, toutes les juridictions, et y compris ce qu'on disait à l'époque en province, aujourd'hui on dit en région, mais à l'époque c'était en province, où il n'y avait pas de TGV, donc on faisait tout en voiture, l'Est, l'Ouest, le Nord, enfin, on faisait pratiquement tout en voiture. Donc la voiture, c'était quand même quelque chose d'essentiel. Voilà, il fallait avoir une maîtrise en droit, mais il fallait surtout avoir une voiture. Bon, voilà, et savoir réparer la voiture. Et dans la mesure où, les uns et les autres d'ailleurs, on n'avait pas de moyens particuliers, moi je sais que mes voitures, c'était des voitures d'occasion. Il suffisait de regarder la couleur des voitures pour voir que je n'ai jamais vraiment choisi la voiture, en fait. C'était vraiment la voiture d'occasion à moindre prix. Vous commencez comme ça. Moi, j'ai fait un emprunt qui serait aujourd'hui de l'ordre de 8 000 euros pour m'acheter 2 costumes, parce que je n'avais pas de costume, la robe d'avocat, une serviette et en avant. Et c'est comme ça qu'on y va. Et en avant, ouais. Incroyable. Comment vous évoluez dans votre carrière? Donc vous faites le tour de France, d'est en ouest, du sud au nord. Comment vous évoluez? Ce qui se passe, c'est que moi, je vais rester donc à partir de janvier 82, où je prête serment. Je commence en janvier 80, je suis chez Philippe Lemaire en janvier 82. Bon, là, pendant 4-5 ans, je fais le travail de collaborateur assez classique, tel que je viens de vous le décrire. Il y a une chose qu'on fait aussi, c'est que on fait ce qu'on appelle des flagrants délits. Mais ils sont pas organisés à l'époque. Aujourd'hui, il y a le contact avec le parquet, il y a la consultation. À l'époque, les flagrants délits, on va à l'audience, on prend les dossiers. C'est pas rémunéré, hein, c'est gratuit. Et donc, très souvent, on se retrouvait, on faisait les flagrants délits le samedi. Parce que les flagrants délits, ça vous permettait de plaider, de commencer à vous faire connaître un peu dans les maisons d'arrêt, parce que c'est comme ça qu'il n'y avait pas Internet. Hein. Radio prison. Ben, il y avait radio prison, absolument. Il n'y avait pas d'Internet, hein, donc de toute façon, voilà, c'était le seul moyen de se faire connaître, c'était de gagner des procès et puis faire preuve de présence, de disponibilité, d'engagement, etc., etc. Donc ça, c'était un des secrets pour être connu à l'époque en tant qu'avocat pénaliste. Oui, pour être connu, pour commencer, oui, il fallait être disponible, il fallait être efficace, il fallait être bon aussi, parce qu'il fallait aussi essayer de plaider quand même correctement et de se sortir un ou deux. Avec un respect de la déontologie, je ne dirais pas qu'il était général, mais enfin, en tous les cas, avec une règle absolue. Vous savez, Philippe Lemaire avait une formule que je répète encore aujourd'hui à mes collaborateurs, qui était de dire: il n'y a pas un seul client au monde qui puisse justifier que vous vous mettiez en danger sur le plan professionnel. Voilà. Et donc, cette formule-là, je la transmets de génération en génération, parce que je trouve qu'elle est très juste. Et aujourd'hui, d'autant plus, c'est, entre guillemets, plus simple, ou en tout cas plus dangereux, de céder aux sirènes d'un client qui vous demanderait des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Oui. Aujourd'hui, chez les jeunes avocats, vous voulez dire, on est dans une situation économique et c'est quand même assez différente. Les jeunes avocats ont du mal, ils ont beaucoup de mal. Donc, à partir du moment où on a des tensions sur ce terrain-là, automatiquement, c'est plus dangereux. Voilà. J'ose espérer que... Mais vous savez, lorsque l'avocat est arrivé pendant la phase de garde à vue, à l'époque, c'était 30 minutes la 20e heure. Après, c'est passé à la première heure. Mais bon nombre de fonctionnaires de police, de magistrats ont dit que c'était la fin de la garde à vue. Ce n'a pas été le cas. Et les incidents en garde à vue, ils ont été totalement à la marge. Je sais que dans 99% des cas, les avocats ont respecté le secret de la garde à vue, etc. Je dis 99 parce qu'il y a 1%, sûrement 1%, qui ont franchi la ligne jaune. Mais dans leur grande majorité, c'était totalement, et ça a été totalement respecté. Moi, quand c'était au Conseil de l'Ordre, en 95, donc je m'en souviens très bien, puisque au Conseil de l'Ordre, j'étais chargé notamment des affaires pénales avec Francis Piner, voilà.
C'est vrai qu'en discutant avec des jeunes associés pénalistes aujourd'hui, notamment des femmes, j'ai déjà entendu des histoires où ces dernières subissaient de très très fortes pressions, notamment des trafiquants de stupes, pas du grand banditisme, mais des trafiquants de stupes ou des proxénètes, pour avoir des informations qu'ils ne devraient normalement pas avoir, tant et si bien que certaines pénalistes ont arrêté de représenter certains délinquants ou certains criminels pour ces raisons, parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Oui, il peut y avoir des comportements qui relèvent de la pression, de la menace de la part de vrais voyous. Bon, voilà, maintenant... C'est les risques du métier. C'est le risque, et surtout, il faut refuser, quitte à perdre le client, quitte à le dire, eh bien, écoutez, monsieur, moi, je ne fais pas ça. Enfin, c'est ce que tout avocat devrait répondre. Je ne marche pas là-dedans, et puis... Une éthique. Et puis voilà, et puis moi, je me retire de votre défense. Là-dessus, il faut vraiment être arc-bouté sur la déontologie, sur le respect des règles, et de se faire respecter aussi, hein. Mais voilà, il appartient à chacun de résister, pas seulement aux sirènes, mais aussi aux pressions qui peuvent être portées à ce moment-là. Il y a des voyous aujourd'hui qui ne se gênent pas pour traiter, je dirais, essayer de traiter l'avocat de cette façon-là. Bon, et d'essayer de le mettre dans une forme de complicité. Il y a malheureusement des avocats qui s'y prêtent. Il y a des avocats qui s'y prêtent. Ils sont très minoritaires, mais ça existe. Voilà. Très clair. Quand est-ce que vous devenez associé maître ? Alors moi, j'ai jamais été vraiment associé, parce qu'en fait, je suis resté chez Philippe Lemaire sous une forme d'association qui n'était pas très régularisée. On partageait des locaux, mais on travaillait beaucoup ensemble. Donc je suis resté avec Philippe Lemaire pendant, entre la collaboration et l'association, je suis resté avec lui 18 ans. Jusqu'en 2000. Jusqu'en 2000. Après, je me suis installé seul, et je suis associé depuis 10 ans avec mon fils, en fait. Incroyable. Depuis ceux qu'il a fait venir. Mais on était quand même, très individuels, hein, que ce soit Pierre, Thierry ou Hervé. Hervé, c'est pareil, il a pris des associés, mais c'est quand même assez récent. Il avait pris des associés. C'est quand même assez récent. On avait 1, 2, 3, 4 collaborateurs. Mais les associés, chez les pénalistes, il y en avait relativement peu. Pelletier n'avait pas d'associés. Parce que c'est tellement intuitu personnel. Vous n'allez pas voir le cabinet X avec 30 associés, des collaborateurs seniors ou juniors. Si vous allez voir tel avocat pénaliste, disons, on va mettre entre guillemets connu, c'est que vous allez le voir lui. Vous n'allez pas en voir un autre. Donc, ce qui fait que ce rapport très intuitu personnel fait que c'était très individuel, hein. Alors avec parfois, un associé, bon, ça, comme Jean-Yves Guénard avait un associé, mais qui faisait un peu autre chose. Paul Lombard, il a eu son fils a pris associé avec Baratelli. Mais c'était vraiment à la marge, hein. C'était Alors, à part Henri Leclerc, parce qu'Henri, c'était une expérience très avant-gardiste, une boutique du droit. Bon, c'était encore une autre démarche. Mais finalement, dans son cabinet, le pénal, c'était lui, hein. Les autres, aujourd'hui, oui, il y a Frédéric Beaulieu, etc. Mais à l'époque, c'est lui qui s'occupait surtout du pénal à Ornano. C'était Ornano à l'époque, boulevard Ornano. Voilà, donc voilà, la réponse, c'est tellement un rapport tellement personnel. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, ça m'est arrivé encore hier, l'intervention du collaborateur. On a besoin d'avoir des collaborateurs parce qu'on ne veut pas se couper en 25. Et chaque fois, ça coince, quoi. Ça coince systématiquement. Même si le collaborateur est très bon, efficace, etc. Ils sont venus vous voir, vous, et ils vous le disent, hein, et donc c'est vous qui plaidez, c'est vous qui venez à l'audience, c'est vous qui me défendez, quoi, en fait. Voilà. Et pourquoi vous avez fait le choix de rester dans un cabinet de purs pénalistes ? On est déjà venu vous chercher dans un cabinet d'affaires ? Oui, mais j'ai refusé. Pourquoi ? Parce que je tiens absolument à être totalement libre. Et si vous intégrez un grand cabinet d'affaires, vous allez monter un département pénal, mais il va falloir faire du reporting, hein, déjà. Surtout chez les Américains. Il y a des affaires que vous ne pourrez pas prendre parce qu'il n'y a pas d'honoraires. Je vais vous donner un exemple. Quand je défends le juge Burgot, il n'est pas poursuivi au pénal, donc il n'y a pas d'aide fonctionnelle. Il n'y a pas d'aide fonctionnelle. Et entre la commission d'enquête parlementaire,
les poursuites disciplinaires, ça nous a demandé un travail considérable. Si j'étais dans un cabinet d'affaires, on m'aurait dit, mais le tarif horaire fait que. Donc c'est aussi liberté par rapport à ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, le juge Burgot, c'est l'affaire Outreau, c'est Oui, ça? c'est l'affaire Outreau, pardonnez-moi. Oui, c'est l'affaire Outreau, c'est le juge qui avait instruit Outreau. Avec Myriam Badawi, etc. Et lui, après, il sera poursuivi sur le plan médiatiquement, déjà. Hein. Puis, il sera entendu par la commission d'enquête parlementaire. C'est d'ailleurs la première fois que des avocats étaient présents devant une commission d'enquête parlementaire. Depuis, ça s'est refait. On était taisants, mais on était présents. Et après, devant le Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'ils l'ont poursuivi au disciplinaire. Voilà. Comment vous tombez dans le pénal des affaires, si jamais vous y tombez? Alors, ce qui se passe, oui, bien sûr. Vers la fin des années 80, il y a le début. Il y a des affaires d'escroquerie, déjà, des choses comme ça. Non, mais il y a vraiment le début du pénal des affaires, c'est-à-dire de la mise en cause des dirigeants ou des grands dirigeants. Ce qui fait que leurs cabinets d'affaires, les cabinets d'affaires, le cabinet Jonveil, le cabinet Darrois, le cabinet Gide, etc., ne font pas du tout de pénal. Nous, par rapport à ces avocats d'affaires, on est des espèces de vilains canards qui sont des voyous. On n'est pas élégants, on n'est pas bien élevés, etc., etc. Donc, ils vont venir nous chercher. La première grosse affaire qu'on va faire, il y avait déjà été mime aussi d'ailleurs, c'était l'affaire de la Cogedim. Le président de la Cogedim avait été poursuivi, incarcéré, etc. Donc ils viennent nous chercher un peu comme des mercenaires, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un juge d'instruction, un procureur. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une audience. Ils ne sont pas la procédure. Et ça se voit. C'est pas leur domaine. Ils sont dans le monde des affaires. Ils ne sont pas dans le monde du pénal, des poursuites pénales. Donc le début de ces poursuites-là vont faire que les avocats pénalistes vont être recrutés, comme des mercenaires, hein, c'est plutôt ça le mot, vont être recrutés, on s'en plaint pas sur le plan financier, hein, vont être recrutés par les cabinets d'affaires. Et puis progressivement, ces cabinets d'affaires vont continuer à nous envoyer des dossiers, mais progressivement, il y a aussi des patrons eux-mêmes qui iront, et maintenant c'est plus le cas, qui vont directement voir des avocats spécialisés en matière pénale, parce que la matière pénale va s'étendre sur tous les pans de la société. Il va y avoir du pénal partout. Dans le pénal, dans des affaires bien sûr stricto sensu, le pénal de la santé, le pénal des transports, le pénal de l'environnement. Donc, dans tous les domaines, ce qui fait qu'on va avoir besoin d'avocats pénalistes. Et dans la mesure où on va être sur le pénal des affaires relativement peu, parce qu'il faut qu'on se forme nous-mêmes, parce qu'on n'est pas particulièrement formé pour ça. Hein. Vous avez 10 ans qu'on fait du trafic de stupes ou des actes de banque sur les bilans sur le CAC 40. Donc on va se former. On va se former nous-mêmes sur ce terrain-là. On va pas être très, très nombreux parce que les affaires, ça se passe à Paris. Donc nos confrères de province, qu'on dit encore province à l'époque, sont moins, ils restent pénalistes, c'est classique. Il y aura des exceptions, mais les affaires, c'est à Paris. Les grandes sociétés, elles sont à Paris. Donc elles prennent des avocats parisiens. Et on va être quoi ? On va être à peine une dizaine. Et ce qui fait qu'on va se retrouver à peu près dans tous les dossiers. Il y a le Metzner, on va se retrouver systématiquement dans les dossiers. Il y a eu un article dans Le Monde, il faudrait que vous pouvez sûrement le retrouver. Je le mettrai dans le podcast. De Robert Diac, qui est, mais c'est les photos qui sont intéressantes, parce que ce papier, c'est Le Monde du week-end. Hein. Ce papier, elle prend, donc il y a Témi, Herzog, il y a Hick, il y a moi, Metzner aussi, je crois que ça va tout. Ce papier dit des voyous au CAC 40. Et le photographe a été très bon, parce que on a tous des gueules de voyous dans ce reportage. À la défense du CAC 40, voilà. Et vous n'avez pourtant jamais abandonné le pénal général, alors, ce qui a été quand même le cas de beaucoup de vos confrères. Alors, on l'a pas complètement abandonné. Il est devenu aujourd'hui cabinet minoritaire, hein, on fait 80%. Quand je dis pénal des affaires, il faut l'entendre au sens large. Hein. Un crash d'avion,
pénal des entreprises, de la défense, des entreprises, etc. Et de l'individu en fonction aussi. Et de l'individu en fonction. Alors ça peut être, ça peut être, je sais pas, l'affaire Big Malion par exemple, c'est le financement d'une campagne électorale. Bon, dans tous ces dossiers-là. Et puis, et donc du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Vous n'avez pas abandonné le pénal général. Alors, et vous êtes on n'a pas tourné abandonné vers le pénal général. Mais c'est un peu, pas à la marge, mais quand même pas loin, hein. C'est plus, mais moi, ça me manque un peu quand même, hein. Mais en même temps, progressivement, il y avait un problème de compatibilité qui se posait. C'est compliqué de dire à un directeur juridique d'un groupe ou à un directeur financier ou voire même au directeur général ou au président du groupe que je serai absent, je suis pas là parce que je suis à la cour d'assises de Perpignan pendant 3 semaines. C'est pas les mêmes exigences. Donc la disponibilité des grands groupes, ils ont des exigences de réponse parce que pour eux, la matière pénale, c'est la situation de crise. D'ailleurs, c'est énormément développé en termes de communication des communicants de crise. Depuis, ça n'existait pas à l'époque, hein. Parce que c'est une situation de crise. Donc, il faut avoir une réponse dans l'après-midi. C'est si demain, il y a une perquisition dans tel groupe, eh ben, ils vous disent, bon, on se voit ce soir à 18h. Et comment vous vous êtes accoutumé finalement à ces nouvelles personnes que vous représentiez, parce que le lien humain est extrêmement important au pénal et d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Quand vous voyez ce premier bandit que vous allez voir en disant, qui vous dit 20 ans de braquage, pas un coup de feu, quand je voyais une femme enceinte, c'était un verre d'eau et assis dans la banque, ça change. Ça change. D'abord, ça change déjà en apparence, parce que ces nouveaux clients, ils sont mieux habillés, ils sont beaucoup plus polis. Mais au-delà de cette plaisanterie, ça change bien sûr. Alors, je vous cache pas que intellectuellement, c'est aussi autre chose. Bon, parce que il y a des gens dans le milieu. J'ai défendu André Belaïch, ancien chef du Long des Postiches, qui était quelqu'un d'intelligence et d'une vivacité d'esprit très forte. Mais vous avez aussi des personnes dont le nombre de neurones est quand même assez limité, quoi. Donc c'est pas les mêmes relations. Effectivement, quand vous faites un groupe avec les directeurs juridiques, qui sont parfois des anciens avocats, on n'a pas les mêmes échanges, le même dialogue. Voilà. Oui, donc ça change. Oui, ça change. Pourquoi Mais il faut savoir s'adapter. L'avocat a lui de s'adapter aux clients, différents clients qu'il peut avoir, de quelque nature que ce soit. Donc voilà. Très clair. Pourquoi en 2000 vous décidez de vous installer ? Alors, parce que c'est la vocation même de l'avocat d'avoir son propre cabinet. C'est un mouvement, je dirais, naturel, de monter son cabinet. Voilà. Donc c'est ce que je fais à ce moment-là. Très clair. J'étais déjà installé avant, mais dans une structure qu'on partageait avec Philippe Lemaire, etc. Mais là, mais j'ai déjà eu pas mal de procès. Quand je m'installe, pour être plus précis, c'est que je vais m'installer avant, en fait, au 92 rue de Rennes, où je partage des locaux, et je prendrai notre locaux rue Cassette, effectivement, en 2000. Mais avant, je ne l'ai puisque j'ai déjà eu les procès, le procès des anciens ministres devant la Cour de justice de la République, c'est avant 2000. Tous les procès des nationalistes corses, parce que ça, c'est aussi encore un autre domaine. Qui n'est pas ni le droit commun ni le droit des affaires. C'est encore autre chose. Bon, le procès nationaliste corse, c'était le procès Pierry, c'est en 89. Voilà, devant la cour de justice, devant la cour d'assises spéciale. Donc j'ai déjà eu pas mal déjà des dossiers, si vous préférez, qui avaient été assez médiatisés, qui demandaient un gros investissement. Voilà. Donc en fait, mon installation, elle est bien antérieure. Et c'était une installation avec un partage de locaux.
Voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ces dossiers qui sont des dossiers surnaturels? Enfin, je ne savais même pas pour le dossier du juge Bourgault, mais je trouve que c'est incroyable. Je suis un énorme passionné de Faites entrer l'accusé et l'affaire. Ouais. Trop, je l'ai vu en long, en large et en travers. Je trouve ça incroyable. Le procès Pierry, incroyable. Le préfet. Le préfet L'assassinat du préfet Rignac. Le préfet Erignac, c'est vous aussi. La CJR, vous y étiez, vous étiez partout. J'y suis revenu. Exactement. Pour Christine Lagarde. Mais c'est incroyable. Donc, ce sont des sujets. Alors, il s'est passé une chose, si vous préférez, c'est que l'histoire des Corses, des nationalistes corses. J'ai fini mes études avec une avocate qui s'est installée à Ajaccio et qui était une avocate des nationalistes, Frédéric Campana, qui m'a envoyé un premier dossier. Puis après, j'en ai vu 2, puis après, j'en ai eu 15, et ainsi de suite. Marielle Mattei, qui elle-même d'ailleurs aura des soucis, qui était une des avocats des nationalistes corses. Tout avait été centralisé à part. On est sur la première cohabitation, donc Jacques Chirac, Premier ministre, de François Mitterrand, et Charles Pasqua est ministre de l'Intérieur. Vous voulez qu'on... Non, c'est bon, allez-y. Et donc, les poursuites sont centralisées à Paris. Donc, les avocats de Bastia et d'Ajaccio, qui sont des avocats naturels nationalistes, cherchent des avocats à Paris. Et moi, je me retrouvais embarqué. Je suis du Cantal, je ne suis pas corse, mais je me retrouvais embarqué. Et j'en ai défendu des dizaines et des dizaines. Bon, par exemple, après, il y a eu des affaires financières et politico-financières. Début 90, les affaires Urba. J'ai plutôt une sensibilité, j'ai été proche du PS, au PS, etc. Donc, je suis plutôt répertorié comme plutôt de gauche, comme on disait. Parce qu'à l'époque, en même temps, ça n'existait pas. D'ailleurs, je pense que ça aurait peut-être été aussi bien que ça reste. De gauche ou de droite. Et donc, j'étais plutôt de gauche. Et par voie de conséquence, lorsqu'il a commencé à y avoir des poursuites contre Urba et des responsables politiques de gauche, de façon plus générale, on est venu naturellement des avocats. Alors, je ne suis pas le seul, parce qu'il y a Yves Baudelot, il y a mais on est venu vers moi. Donc, j'ai fait toute cette partie de la défense des responsables politiques de gauche, pas seulement Urba. J'étais l'avocat d'Emmanueli, qui était poursuivi en tant que trésorier du Parti socialiste. À l'époque, il n'y a pas les personnes morales ne peuvent pas être poursuivies, donc c'est des anciens responsables qui sont poursuivis. Donc, par Emmanueli, je suis resté son avocat pendant plus de 10 ans. On a fait Saint-Brieuc, Rennes, Lyon, Pau, enfin bon, on a fait un petit tour de France pour assurer sa défense. Et quand je deviens l'avocat d'Edmond Hervé, l'ancien ministre de la Santé, dans l'affaire du sang contaminé, où vont comparaître quand même à ce moment-là Fabius, ancien Premier ministre, Duffoy et Hervé, ce procès, il est sur le plan national, sur le plan international. C'est la première fois qu'un ancien Premier ministre comparaît devant une cour dans l'affaire du sang contaminé, en plus avec des milliers de morts. Donc c'est un procès très lourd. Pour répondre un peu à la question off que vous m'aviez posée tout à l'heure sur les procès qui vous marquent, oui, c'est les procès qui vous marquent. Moi, j'ai plaidé en premier, parce qu'on le faisait par l'ordre protocolaire gouvernemental, donc le premier, le ministre délégué, après le ministre, l'avocat de Georgina Dufroy, et après le Premier ministre. Donc j'ai commencé. J'étais avec Gérard Belzer, puis après moi, j'ai été le premier à plaider le matin à 10h. Qui est avocat Spinali, d'ailleurs, lui, non? Qui a été l'avocat de... Il était avocat à Épinal, lui, non? Oui, il était toujours, d'ailleurs, il est toujours à Épinal. Il sera dans l'affaire Grégory, etc. Et je plaide le matin à 10h, avec un coup de... Je passe une sale nuit, quoi. Parce que là, vous avez tous les parlementaires, juges, les ministres sur les bancs des prévenus, la presse nationale, mais aussi internationale, et on vous donne la parole. Puis on n'apprend pas en plus ça, parce que quand vous parliez des samedis matins où vous alliez finalement en flagrant délit, des procès pour CJR, il n'y en a pas quand même tous les jours. Donc des gens qui peuvent vous aider, vous former mais non, sur le tas. Vous former, c'est la première. Là, on a inauguré, je dirais, la CJR. Donc, et après, j'y retournerai, mais moins pour des problèmes financiers, parce que j'avais un peu moins dans des auditions. Mais après, le deuxième procès que j'aurai, qui est plus récent, ça va être le défendre Christine Lagarde, qui était patronne du FMI à ce moment-là, et qui a comparu devant la CJR dans l'affaire Tapie. Puis le cabinet continuera un peu, puisque Rémi Laurin, qui est quelques mètres de nous, a défendu Éric Dupond-Moretti dans le procès qui vient de se terminer. Récemment. Voilà. Vous considérez que vous avez eu de la chance dans votre carrière?
Alors, il y a une part de tout. Il y a effectivement une part de chance. Le hasard de la rencontre du collaborateur auquel je sympathisais, de Philippe Lemaire, qui me rencontre Philippe Lemaire. Ça, c'est le hasard des choses, même si j'espérais pouvoir intégrer un cabinet de pénalistes, mais en tant que paysan du Cantal, je ne connaissais pas Philippe Lemaire, je connaissais personne d'ailleurs. Et après, je dirais que la disponibilité, ce que j'explique avec les collaborateurs, ça c'est absolument essentiel. Mais les mentalités ont un peu changé, si vous préférez. Ce que je peux comprendre d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, des jeunes collaborateurs, le vendredi soir c'est fini, quoi. Mais je comprends qu'il y ait un souci aujourd'hui de dire j'ai des enfants, j'ai une compagne, j'ai un compagnon, et je vais pas tout sacrifier. Nous, on était complètement en dehors de ce monde d'aujourd'hui. Parce que quand on travaillait pour notre patron, on a une admiration sans borne pour notre patron, et donc le patron pouvait vous dire rendez-vous dimanche à 14h, pas de problème, il n'y avait même pas l'ombre d'une discussion. La première année où j'ai travaillé chez Philippe Lemaire, j'ai pris 4 jours de vacances. La deuxième année, j'ai pris 6 jours de vacances. Et encore, Philippe Lemaire, quand je lui ai annoncé que je partais 4 jours, il me disait « Mais vous partez ?» Et donc, donc on était dans un monde totalement différent. Mais ça a joué aussi sur le fait qu'on a été identifié comme bosseur, disponible, connaissant notre métier, parce qu'on l'apprend également au fur et à mesure, on maîtrise les procédures, on a connu, Metzner était un peu un précurseur, toute la problématique des nullités de procédure, ce que jamais personne n'avait fait avant, parce que finalement les générations qui étaient au-dessus de nous ne l'avaient pas fait. Mais non, nous, c'est la vieille génération. Mais à l'époque, on était plutôt dans les jeunes générations. Et les moyens de procédure, on les a fait avec des résultats assez retentissants. Parce qu'aujourd'hui, elles sont purgées dans le cadre de l'instruction. Mais à l'époque, elles n'étaient pas purgées, donc on plaidait à l'audience. Ce qui veut dire qu'à l'audience, vous pouvez avoir 8 prévenus qui risquaient 40 ans de prison. Et vous faisiez sauter la procédure à l'audience. Et après, ça allait boire des verres de rouge entre pénalistes pour fêter les victoires. Et après, oui. Oui, c'est normal. Et après, oui. Mais là aussi, vous savez, je vous montrerai tout à l'heure. Avec plaisir. Il y a un journal qui a fait ça, un journal spécialisé pour les restaurants, qui nous a interviewé avec Dupont, Garbarini, moi, Spinozzi, dans ce rapport avec la gastronomie, le vin, etc. Ce qui est très vrai. Et vous parlez tout à l'heure de la disponibilité. La disponibilité, c'est un mot un peu valise. On dit qu'il faut rester disponible, etc. Ce serait quoi le conseil que vous donneriez aujourd'hui aux jeunes générations? On va dire, c'est quoi la disponibilité? La disponibilité. C'est le téléphone qui doit répondre à toute heure du jour. Le téléphone qui doit rester constamment branché. C'est pas un conseil, mais je crois que c'est malheureusement une nécessité de savoir sacrifier ses vacances s'il faut rentrer, parce qu'il y a pas pour n'importe quoi, mais si pour un client majeur qui vous demande d'intervenir, vous ne lui pas écouter, on se verra dans 15 jours. Parce que là, vous lui donnez déjà un signal que votre engagement, il va être relatif, quoi. Ce qui est important, c'est que la personne qui vous choisit, ou qui vous pose la question, il faut qu'elle sente tout de suite qu'il y a un intérêt, un engagement, ce qui ne vous prive pas de votre liberté, de votre clause de conscience, etc. Que les choses soient claires. Mais il faut qu'elle le ressente comme ça. Ce qui est assez logique. Si vous allez voir un médecin qui vous dit « écoute, on verra ça plus tard, l'année prochaine, etc. » vous allez en voir un second. Évidemment. L'avocat, ça va être un peu pareil, quoi. Est-ce que de temps à autre, vous vous retrouvez avec des confrères et amis à vous et vous parlez justement de cette jeune génération en vous rappelant vos souvenirs de l'époque? On en parle parce qu'on voit effectivement toute la différence. Nos collaborateurs ont travaillé le samedi. Nos collaborateurs ne travaillent plus le samedi. Donc on voit vraiment la différence. Ils travaillent, il n'y a pas de problème, ils bossent. Mais on voit effectivement la différence.
Alors, je pense qu'on était aussi peut-être probablement dans un excès. On était totalement dévoués. Et on avait des rapports, c'était pratiquement des rapports qui relèvent du filial, quoi. Voilà. Pour moi, Philippe Lemaire a été quelque part un second père. Bon, il n'y avait pas de, il y avait pas de frontières. Oui, c'était ça. Et je sais que Thierry avec Jean-Louis Pelletier, c'était pareil. C'était la même chose. Ouais. Il y a quelques années, vous avez décidé de vous associer avec votre fils. Ouais. Pourquoi ? Alors, au départ, si vous préférez, c'est un peu par hasard, parce que Antoine, il avait fait une formation, il était pour être avocat, mais il avait fait une formation d'arbitrage international. Et puis, trouver une collaboration en arbitrage international, je dis bien, c'était pas évident. Donc au départ, il trouve pas tout de suite, et je lui dis, t'as commencé à bosser avec nous, j'avais d'autres collaborateurs, hein, mais j'étais tout seul. Et il a commencé, et après là, c'est la question qu'il faut lui poser à lui, et il s'est totalement J'ai déjà posé. passionné par ce qu'il a commencé à faire, et voilà, il est enthousiamenté, et c'est parti. Et très déterminé, très enthousiasmé, très engagé, donc bon. Et donc, ce qui m'a amené à dire, ce qui serait bien, c'est que moi, ça fait des années que j'ai créé ce cabinet. J'ai eu pas mal de dossiers intéressants. Le nom reste comme d'autres, mais il existe. Donc, ce qui serait bien, c'est que l'aventure puisse continuer et qu'elle puisse continuer après moi. C'est ça l'idée. Hein. Et c'est encore l'idée aujourd'hui. La transmission. C'est la transmission, ouais. Vous avez eu un article mais vous l'avez lu sûrement dans les Échos week-end sur le cabinet. Je l'ai lu, ouais. Vous l'avez lu, ouais. Je l'ai lu. Donc Rémi me l'a envoyé. Rémi me l'a envoyé. Donc Rémi, bien sûr, il est très organisé, Rémi reconnu. Dans la transmission, c'était l'idée. Et puis après, j'ai dit à Antoine, écoute, si tu veux faire venir d'autres associés de ta génération, ce sera de ta génération. Moi, je vais pas m'associer à mon âge avec d'autres personnes. Ce sera de ta génération. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et puis, ça va bien. Et ça se passe bien et ça se passe très bien. Si vous deviez souhaiter quelque chose pour votre cabinet, qui ne sera plus le vôtre, puisque ce sera après vous, ça serait quoi ? Sur quel pilier il devrait rester selon vous ? Eh bien, alors d'abord, sur le pilier réputationnel. Ça, c'est la première chose. Bon, ce cabinet, parce que j'ai été élevé par ce grand avocat, et a été bâti sur une réputation de déontologie, de sérieux, etc. Et ce qui fait qu'il a une image vis-à-vis des magistrats qui est une image très, très positive. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir garder. Pourquoi ? Parce que si vous avez une image très positive, vous gagnez en crédibilité. Le magistrat, il vous écoute. Il vous écoute et il vous écoute sérieusement. Parce qu'ils savent qu'on ne va pas ni tromper les pièces, ils savent que les choses se passeront avec les armes, avec la bagarre, s'il va y avoir la bagarre, mais elles se feront loyalement. Donc je crois que c'est la première chose qu'il faut savoir préserver. Puis après, les choses ont changé sur les moyens de communication, sur les plateformes, sur les sites, tout ce dont je m'occupe pas, moi, parce que je suis totalement incapable, LinkedIn, c'est pas, bref, voilà, donc qui m'est vraiment étranger, c'est dommage, je devrais un peu essayer de m'y mettre, mais bon, voilà, je suis un peu réfractaire. Donc voilà, sur tout ça, puis après tout le reste, tous les ingrédients, hein, ce que je disais, hein, le travail, vous savez, le travail, c'est très important, la maîtrise du dossier. Et eux, ils bossent. Si je prends l'exemple d'Antoine, il bosse énormément, Bérénice aussi, Rémi aussi. Rémi, je pense à la préparation de la défense de Dupond-Moretti, il a travaillé comme un malade. Donc il y a ça, pilier de la déontologie, l'image, et du sérieux, du travail. Voilà. Tant surtout vis-à-vis de l'extérieur, l'image qu'on renvoie, certains cabinets d'avocats, je ne dirais bien sûr pas lesquels, souvent dans le monde des affaires, ont tendance à facturer des heures qui n'existent pas, ou qui n'ont pas vraiment existé. Bon.
Voilà. Donc, vous savez, c'est cette histoire de l'avocat américain qui décède à l'âge de 40 ans, et il arrive devant Saint-Pierre, et il proteste, parce qu'il trouve que 40 ans, c'est quand même jeune. Et donc Saint-Pierre, alors je la fais courte, hein, Saint-Pierre dit, mais non, c'est pas possible, il regarde le dossier, il dit, mais non, vous n'avez pas 5 ans, vous n'avez pas 40 ans, vous avez 75 ans. Il dit, mais non, j'ai 40 ans. Et alors Saint-Pierre se replonge dans le dossier, il dit, ah, excusez-moi, on s'est trompé, on a compté les heures de votre feuille de temps en tant qu'avocat. Voilà, je résume, voilà, hein, bon. Donc ça aussi, c'est dans ce sérieux-là, c'est là où l'honnêteté aussi, hein. Il y a un certain nombre de choses qui sont très morales finalement, hein, très morales. Ouais. Je discute aussi beaucoup avec autres que les avocats, évidemment, avec qui je passe le plus clair de mon temps, avec quelques communicants, notamment des communicants de crise que vous connaissez, etc. Et certaines agences de communication ou certains grands communicants de crise ont beaucoup de mal à se faire payer par des hommes politiques et souvent ne demandent pas d'argent aux hommes politiques. C'est quoi votre position par rapport à tout ça? Je vous demande pas de réponse en me disant oui, on facture les hommes politiques, on les facture très cher, mais selon vous, pourquoi ils font ça? Pourquoi les hommes politiques font ça? Ouais. Parce que je pense que les hommes politiques, qui ont généralement une assez haute opinion d'eux-mêmes, estiment que c'est déjà un grand honneur d'être leur avocat ou leur communicant. Je pense que c'est déjà ça. D'accord. Et donc, ils ont un rapport à l'honoraire qui est un peu particulier. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas un rapport, c'est qu'ils n'ont pas de rapport du tout, d'ailleurs. Bon. Mais c'est un peu ça, parce que moi, j'ai multiples exemples. Alors, s'il y a des exceptions, hein, qui vont vous dire, mais c'est pas vraiment un sujet pour qui se pose, même si vous passez des heures et des heures. Non, l'homme politique n'est pas préoccupé par cette question-là. Il estime que déjà de défendre tel ministre, ça vous positionne. Alors, c'est vrai qu'on y est moins sensible plus le temps passe. Quand on a 30 ans, mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien voir une chose, c'est que quand on est jeune, notamment, défendre des gens connus, c'est une façon de se faire connaître. C'est ça. Alors, sans aller jusqu'au cynisme total de Tapi, qui disait, c'est un de ses avocats, Maurice, tu me demandes 20 000 au pénal, hein, tu me demandes 20 000, mais t'es passé au journal de 20 heures, la minute c'est 30 000, tu dois 10 000. Bon, ça pouvait être ça. C'est mon bureau. Au-dessus de mon bureau, j'ai une photo qui m'a été offerte avec Bernard Hinault et Bernard Tapie qui sont sur un tandem. Tapie habillé en sportif et Hinault habillé en homme d'affaires. Donc voilà, la réponse pour les hommes politiques. Mais ça n'étonne pas que les communicants, parce que c'est pareil, parce que l'homme politique dit, vous êtes le communicant du ministre, bon ben... Hein. Exactement, mais l'homme d'affaires pourrait très bien dire la même chose. Vous êtes l'avocat de Carlos Ghosn, c'est vous qui l'avez payé, pas l'inverse. Les hommes d'affaires, ils ont plus un rapport avec la rentabilité. Je dirais que l'homme d'affaires, il va se dire il faut faire attention avec l'homme d'affaires, parce que l'homme d'affaires, si vous n'êtes pas cher du tout, il va dire il n'est pas bon. Pour l'homme d'affaires, l'avocat qui est bon doit être un avocat assez cher quand même. Voilà. Évidemment, même donc, nous, à notre petite échelle, petit chef d'entreprise, un avocat qui a un niveau horaire ou qui nous demande des prestations qui ne sont pas assez chères, on ne le prend pas parce qu'on n'a pas confiance. Bah oui. C'est une bêtise, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors que ça dépendra des avocats, ça dépendra... Bon. Évidemment. Vous avez déjà refusé des clients? Ouais, pour des clauses de conscience sur les systèmes de défense. Moi, je pars du principe qu'il ne peut pas... Il n'y a pas de catégorie de clients que l'avocat peut refuser. C'est un peu le yayadage, tous les défendre. Après, il y a la clause de conscience qui fait que si vous n'êtes pas d'accord avec un système de défense, dans ces cas-là, vous n'êtes pas d'accord. Moi, en pénal général, ça peut être dans tous les domaines, hein, en disant moi je ne suis pas d'accord avec votre système de défense. Et si je ne suis pas d'accord avec le système de défense, parce que un système de défense, il ne s'élabore pas en 5 minutes, donc il y a des choix à faire, etc. Mais si à l'arrivée on n'est pas d'accord, c'est une façon aussi de dire mais moi je ne vais pas vraiment être engagé dans vos arguments de défense si moi-même déjà je n'y crois pas du tout. Donc ça va être arrivé effectivement pour cette raison-là. Hein. Après il peut y avoir des raisons plus idéologiques, de défendre des identités nationales, etc. Là aussi, mais si quelqu'un si Marine Le Pen assassine ses chats et qu'elle est poursuivie pour maltraitance animale,
c'est pas la même chose que pour ses convictions politiques. Voilà. Si un mec d'extrême droite tue sa femme, ou une femme d'extrême droite, faut dire les deux maintenant, faut faire gaffe, hein, ou une femme d'extrême droite tue un mec, c'est autre chose. Mais par exemple, là, je vais être, en novembre prochain, l'avocat du Parlement européen contre le Rassemblement national, où on va avoir Pour les comptes de campagne? Pour les assistants parlementaires, le caractère fictif, les détournements de fonds publics au préjudice du Parlement européen, pour avoir fait payer par le Parlement européen, sous couvert d'assistants parlementaires, des gens qui n'étaient pas du tout assistants parlementaires européens. Hein, voilà. Très clair. Donc ça commencera en novembre. Mais, J'ai une question à vous poser par rapport au traitement médiatique des hommes politiques, des artistes, des gens connus qui sont condamnés, quoi qu'il en soit, par le tribunal médiatique avant toute condamnation ou relaxe devant les juridictions et qui ne se sentent jamais lavés de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont raison, parce que le problème auquel on est confronté, c'est que le temps médiatique, c'est pas le temps du tribunal. Donc le temps médiatique, ça va être tout de suite, immédiatement, ça va être violent, et donc votre mise en cause, et donc l'atteinte à votre présomption d'innocence, elle est absolument évidente. On ne cesse de le répéter en ce moment, à tous les niveaux, mais ça c'est sûr. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Il faut pas, parce que quand on lit le temps de la justice, c'est trop long. Il faut faire attention à cette formule-là, parce que parfois, le temps de la justice mérite qu'on se penche sur les sujets, qu'on fasse de vraies enquêtes, de vraies investigations, etc. Bon. Et ça, c'est insurmontable, parce qu'on ne va pas dire aux médias, vous parlerez de la mise en cause de tel ministre le jour où il sera jugé. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc les médias, ils vont être tout de suite. Moi, je fais partie de celles ou ceux qui, de façon générale, sauf avec des exceptions, parce que tout n'est pas uniforme, ou d'un devoir de défense sur le plan médiatique. Parce que je sais qu'on va être en décalage, et quelqu'un qui est accusé sur le plan média, moi je suis pour que l'avocat de la défense monte au créneau. Voilà. Et le défende également sur le plan médiatique. Alors après, c'est un choix stratégique à faire, parce que il peut arriver qu'il est préférable de ne pas monter au créneau sur le plan médiatique, parce qu'on sait que les faits vont totalement affirmer ce qu'on vient de dire. Bon, voilà, c'est tout. Il faut quand même prendre cette précaution minimum. Mais sinon, quitte à rester peut-être dans les généralités, sur la présomption d'innocence, etc., si le mec conteste les faits, et si il ne le dit jamais, au bout d'un moment, son silence, il devient un peu assourdissant. Parce qu'en plus, vous avez aujourd'hui, avec les chaînes d'information, beaucoup de gens qui font des commentaires. Vous avez des sachants, des anciens magistrats, des anciens avocats, etc., qui sont des sachants, qui vous demandent d'intervenir. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé, mais sur des sujets d'ordre général, sur une réforme, etc. Quand tu vois qu'on m'aimerait venir commenter un dossier, je dis non, je ne commande pas. Je suis pas sur le dossier. Je le connais pas, le dossier, donc je vais pas commenter un dossier que je ne connais pas. Mais une réforme, oui, une réforme, c'est tout à fait différent. Donc, il faut pouvoir réagir. Et donc, il y a une légitimité et je dirais moi, à violer le secret professionnel, le secret de l'instruction, pour les besoins de la défense. Pour les besoins de la défense. Je vais vous donner un exemple où, et là c'est vraiment le secret professionnel le plus absolu, qui, pour Pierre Bérégovoy, où Pierre Bérégovoy m'avait dit, je l'ai dit, donc qu'il allait mettre fin à ses jours, pas dans ces termes-là, mais c'était très clair. Et lorsqu'il y a eu après sa mort des remises en cause, la thèse d'un genre de combat, l'assassinat, etc., j'ai mis le temps, mais en accord avec la famille, j'ai fini par prendre une position et de dire qu'il m'avait dit ça. Parce que le secret professionnel, il est post-mortem. Mais je l'ai fait, en accord avec la famille quand même, et je l'ai fait parce que j'ai estimé que ce qui était en train de s'écrire ou de se dire, c'est une façon de voler la volonté qui était la sienne,
et que j'étais en défense de cette volonté-là, du choix qu'il avait fait à ce moment-là. Voilà, par exemple. Et vous avez été inquiété par l'ordre, non. posteriori? Non, j'aurais pu. Avec l'ordre, on ne sait jamais. C'est quoi votre plus grande qualité? Ma plus grande qualité, est-ce que c'est une qualité? C'est toujours difficile de s'attribuer des qualités, vous savez. L'humour. Voilà. Plus grand défaut? L'humour. Non, le plus grand défaut, je peux être ronchon, mais assez rarement, quoi. Ça va durer 2 minutes, quoi. Voilà. Si j'étais un grand patron d'entreprise, disons Luca Di Meo chez Renault, et qu'il m'arrivait des bricoles, Ouais. j'ai le choix entre Jacqueline Lafont, Patrick Maisonneuve, qui est-ce que je vais choisir d'autre? Éric Dezeus, Ouais. et Christophe Ingrin. Ouais. Pourquoi c'est Patrick Maisonneuve que je devrais choisir? Alors là, vous me posez une question où c'est moi-même qui me choisis. Donc je vais vous dire parce que c'est moi. Je vous répondrai directement. Si vous me demandez, je suis chef d'entreprise, est-ce que je choisis Maisonneuve? Je dis oui. Je choisis Évidemment. Oui, évidemment. Non, il y a des qualités. C'est difficile d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des qualités équivalentes. Il y a les choix. Il y a aussi un problème de rapport d'un personnel où on se sent bien, où ça passe, le courant passe. Voilà, il va passer différemment. Bon. En revanche, je pourrais choisir Jacqueline Lafont, je pourrais choisir Éric Dezeus. Est-ce que je choisirais un grand? Je suis pas sûr. Mais c'est une boutade, bien sûr. Hein. Évidemment, bien sûr. Et si vous-même, vous deviez être inquiété au pénal des affaires, d'un côté, en tant qu'avocat. Et en tant qu'avocat. Qui est-ce que je prendrais comme avocat? Mais alors, pas en tant qu'avocat, à titre personnel. À titre pas personnel. pour votre profession. D'accord, à titre personnel. Qui est-ce que vous choisiriez? Si j'avais un problème d'ordre pénal, de poursuite pénale, j'ai pas un nom qui me vient nécessairement à l'esprit. J'en aurais eu un s'il était encore parmi nous, c'était Hervé Temim. Voilà. Très clair. A priori. Voilà. Maintenant, il peut y en avoir d'autres, hein, auxquels je ferai confiance. Mais, ouais. Et en droit des affaires, qui est-ce que vous iriez voir? Ah, en droit des affaires pur. Pas de pénaliste. Pas pénal des affaires. Non. En droit des affaires pur, ben là, il y a des grands cas. J'irai voir Jean-Michel Darrois, par exemple. Ça irait. Ouais, voilà. J'ai autant qu'à faire, autant de le prendre le plus important. Hein. Maître Maisonneuve, je vous ai pris déjà beaucoup de temps ce matin. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour les jeunes générations, pour les jeunes collaborateurs et aussi pour les associés? Pour les jeunes collaborateurs, associés ou autres, tout est possible dans cette profession. Et le meilleur est possible et le meilleur est souvent au rendez-vous. Donc il faut avoir un optimisme bien accroché, ne pas s'inquiéter, ne pas s'angoisser. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de stress, il y a des moments de désillusion, il y a des moments d'échec. Tout ça, il faut bien avoir à l'esprit, mais il faut bien garder à l'esprit que tout est possible et que tout peut aller très bien et que c'est une profession merveilleuse. Je n'ai pas le souvenir, ça fait 43 ans que je fais ce métier, je n'ai pas le souvenir d'être allé une seule fois aller exercer mon métier, que ce soit dans mon cabinet ou aller au tribunal. Je n'ai pas le souvenir d'être allé une seule fois en ayant une réticence d'y aller, les pas en arrière. Jamais. Et donc ça, c'est une vraie chance dans la vie. Une vraie chance dans la vie. Merci Maître Maisonneuve pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous souhaite tout le meilleur et une excellente journée et de belles fêtes. Merci, j'étais ravi de vous rencontrer. Au revoir. Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.